Bien, bonjour à tous. Il est donc 14 heures. Bienvenue à tous sur ce webinaire Vodéclic, donc consacré à la thématique de savoir comment augmenter le taux d'usage des ressources numériques en bibliothèque. Euh, les dernières, les derniers inscrits sont en train de se connecter. Je vais commencer par me présenter. Je suis donc Mathieu Noblet, je suis commercial secteur public donc chez Vodéclic, et dans ce cadre-là, je m'occupe plus particulièrement du marché des bibliothèques. Bien, donc nous allons commencer la présentation. Donc je vous propose tout simplement un petit ordre du jour. Donc voilà le fil conducteur de cette présentation. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement vos déclics. Puis je vais emmener différents points qui vont m'amener petit à petit vers la conclusion et la réponse à la problématique de comment augmenter l'usage. Donc au travers de de trois points différents. Donc aborder la thématique du social learning, donc intégré à une ressource d'auto-formation. Le deuxième point, aborder la question des outils pédagogiques qui vont rendre une ressource efficace. Et le troisième point, pardon, aborder la question des badges comme un élément de valorisation et d'engagement des apprenants. Voilà, donc trois points très théoriques qui vont m'amener petit à petit à apporter à chaque fois des éléments de réponse à la question. Et puis je terminerai par vous montrer rapidement justement le point de vue de vos déclics, c'est-à-dire finalement comment nous sur notre plateforme ces éléments théoriques se concrétisent. Et puis terminer par une session de questions-réponses. Je vous rappelle d'ailleurs que à tout moment vous pouvez me poser vos questions via l'interface de chat qui est à votre disposition. Bien. Donc pour commencer, voilà, une présentation de Vodéclic. Donc qui sommes-nous? Bien, Vodéclic, donc c'est une ressource d'auto-formation donc à l'informatique et à la bureautique. C'est une société qui est jeune puisque voilà, elle a été fondée en 2007. À l'heure actuelle, notre catalogue comprend un peu plus de 24 000 modules de formation. On en ajoute 1000 nouveaux par mois. C'est une entreprise donc de 30 personnes et qui compte environ 200 bibliothèques et EPN clients. Et donc la ressource se matérialise donc sous cette forme sur la base de ces 5 composantes. Donc d'une part une application SaaS en accès illimité, donc ça c'est tout simplement la plateforme en elle-même à laquelle vous accédez via un identifiant et un mot de passe. Les formations et les référentiels de compétences, les services pédagogiques, la question du déploiement et de l'intégration, donc la question de savoir comment on met Vodéclic à disposition des lecteurs dans la bibliothèque. Et puis, dernière brique, tout ce qui va être la gestion et le reporting, donc la gestion administrative de l'abonnement. Donc je vous parlais de 200 bibliothèques, vous en avez ici quelques exemples. Donc vous voyez qu'on travaille aussi bien avec de très grandes structures comme la bibliothèque de Marseille, le réseau des bibliothèques de Pau ou de Strasbourg, mais aussi des structures implantées dans des villes beaucoup plus modestes, beaucoup plus petites. Je pense notamment ici à la ville de Charavine, qui est une petite ville de 1800 habitants dans l'Isère. Donc voilà, donc on voit bien que ici la question des ressources numériques se pose aussi bien dans de très grandes structures que dans des structures de taille beaucoup plus modeste. Et puis on travaille également voilà, avec un certain nombre de BDP dont vous avez des exemples ici. Je peux citer les Vosges ou le Rhône par exemple. Et puis quelques villes en dehors de nos frontières dans la francophonie, donc notamment la ville de Liège, la ville de Québec ou la ville de Genève. Donc voilà pour la présentation de vos déclics. Je vous propose du coup maintenant d'aborder mon premier point théorique que je vous en avais annoncé, à savoir le social learning. Alors je vous propose de commencer tout simplement avec une définition générique du social learning. Qu'est-ce que le social learning? Alors ça c'est une définition euh, que j'ai tiré d'un site qui s'appelle e-learning actu, qui est tout simplement spécialisé sur l'actualité et l'information autour des dispositifs donc de e-learning, et qui nous dit tout simplement que le social learning se caractérise comme l'application d'outils de partage de connaissances sur une plateforme entre des apprenants dans une optique collaborative.
Alors, cette définition, voilà, comme je le disais, elle est très générique et je dirais qu'elle veut à la fois tout et rien dire, dans le sens où si on l'interprète, finalement, on pourrait se dire le social learning, c'est finalement juste en fait du e-learning 2.0. Voilà, comme un petit peu tout devient 2.0 en ce moment avec l'avènement des réseaux sociaux, tout devient social, tout devient interactif. Certes, mais une fois qu'on a dit ça, finalement, on a à la fois tout et rien dit. Ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est juste de se dire que cette tendance du social learning, c'est une tendance qui certes émerge maintenant de plus en plus grâce aux nouvelles technologies, hein, grâce aux réseaux sociaux, au Facebook, Twitter et autres, mais que ce n'est pas simplement une question de technologie. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous êtes social ou que vous êtes 2.0 entre guillemets. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a aussi une vraie réflexion en termes de pédagogie, en termes de conception de l'apprentissage derrière. C'est-à-dire que le social learning, certes, se développe grâce à l'avènement de ces nouveaux outils, de ces nouvelles technos, mais que ça sous-tend une réflexion beaucoup plus profonde derrière. Et je vous propose à ce propos-là, voilà, de passer avec une définition, je dirais beaucoup plus axée sur l'auto-formation et l'auto-formation en bibliothèque. Alors c'est une citation que je tire du mémoire d'études de Clotilde Perrigot, qui est maintenant conservatrice du réseau des bibliothèques de Meaux. Donc voilà, qui a fait son mémoire d'études hein, sur l'auto-formation en bibliothèque. Et dans ce mémoire, elle définit ce qu'elle appelle l'auto-formation sociale, ce que moi j'ai appelé social learning en bibliothèque. Et cette définition, voilà, nous dit que finalement cet axe, donc d'auto-formation sociale, met à mal l'idée d'une auto-formation en solitaire, en rappelant l'importance de l'apprentissage que l'individu peut extraire des différents groupes et organisations qu'il fréquente, et qu'il repose donc sur un apprentissage collaboratif au travers d'organisations comme les forums, sites d'échange, systèmes d'échange de savoir et d'échange local, réseaux et lieux de sociabilité. Donc déjà là, on voit dans cette définition que le côté social de l'apprentissage, le côté social de l'auto-formation n'est pas uniquement lié aux technologies, mais également lié aux interactions entre les gens et aux lieux dans lesquels vont se faire ces interactions. Puisque là, elle nous parle bien de lieux de sociabilité, et ces lieux de sociabilité, bah, typiquement, ça peut être la bibliothèque, entre autres lieux. Euh, donc, donc ça montre déjà un premier point intéressant, c'est que finalement, ce qui va faire qu'un dispositif va devenir social et qu'il va du coup impliquer les apprenants dans leur démarche de formation, ce n'est pas seulement une technologie, mais c'est aussi le lieu et la façon dont vont se faire les échanges. D'ailleurs, à ce titre-là, cette définition, elle est aussi intéressante dans le sens où ça implique aussi, et j'en parlais tout à l'heure, une redéfinition de la pédagogie, puisque cette notion finalement d'échange sous-tend qu'on sort plus ou moins du modèle d'apprentissage classique prof-élève, où on est dans finalement une forme d'apprentissage relativement passive, puisqu'en fait, dans ce modèle traditionnel, vous êtes dans un schéma où finalement l'élève va recevoir une information et ne pourra interagir avec le professeur que s'il y est autorisé ou dans des créneaux horaires qui vont être dédiés à l'échange avec le professeur. Typiquement, on peut citer l'exemple en université des cours magistraux et des TD, où les cours magistraux vont être vraiment dédiés à la délivrance de l'information, là où les travaux dirigés vont permettre justement une notion d'échange, mais ces deux temps vont être séparés. Et l'idée qu'on apporte ici avec le social learning, c'est que finalement on va tomber petit à petit dans ce qui va s'appeler finalement de l'apprentissage inversé,
dans le sens où l'apprenant va devenir de plus en plus acteur de sa formation. Il va pouvoir interagir justement avec le groupe, donc soit dans les lieux de sociabilité, donc que peut être typiquement la bibliothèque, mais aussi via des forums ou des systèmes d'échange. Et c'est là que le côté technologique fait son apparition avec la notion voilà, d'échange par Internet par exemple. L'idée ici, c'est que toute personne membre du groupe va pouvoir à un moment donné devenir acteur de la formation, c'est-à-dire devenir finalement professeur entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va pouvoir et poser des questions au groupe et donner des informations au groupe. Et le système d'échange va fonctionner dans les deux sens à tout moment. Donc là aussi, en termes d'engagement et en termes d'augmentation des usages, c'est quelque chose qui est intéressant puisque finalement, ça veut dire que une communauté d'apprenants, si je prends l'exemple en bibliothèque par exemple de personnes qui viendraient assister, je sais pas par exemple à des ateliers informatiques, bah, ces personnes vont pouvoir par exemple s'échanger des informations dans le cadre de l'atelier, mais également à l'extérieur de la bibliothèque et à l'extérieur de ce groupe d'ateliers en s'envoyant par exemple des messages, des mails ou tout simplement en s'appelant. Ça va être une façon pour eux de prendre partie prenante à la démarche d'apprentissage. Donc voilà pour la partie social learning. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer plus sur la partie des outils pédagogiques, qui là aussi vont apporter une valeur ajoutée et vont permettre, couplé à cette notion d'apprentissage social, justement de doper l'engagement des apprenants en les faisant s'investir plus dans leur démarche d'apprentissage. Donc les outils que je vous propose d'abord, dont je me propose de vous parler, ils sont au nombre de 5, vous les voyez ici. Donc je vais tout simplement les évoquer les uns à la suite des autres, en commençant simplement par les exercices. L'exercice, quelle va être sa valeur ajoutée dans le cadre de cette démarche d'apprentissage, ça va être tout simplement la capacité pour l'apprenant, pour la personne qui se forme, et bien tout simplement de pouvoir réappliquer la théorie qui va lui être enseignée, hein. C'est-à-dire qu'on va sortir finalement du cadre de l'exemple donné dans un cours pour aller vers une généralisation de l'apprentissage et faire travailler les personnes non plus simplement sur un cas particulier, mais sur un cas général et leur faire du coup développer leur cadre de raisonnement. Le deuxième outil, donc ici l'outil d'évaluation, eh bien, il va être complémentaire hein, de l'exercice. Ça va être tout bêtement la capacité pour quelqu'un de juger le niveau de rétention de l'information et de se rassurer sur son niveau de compétence. Donc là, l'idée, c'est juste de permettre à quelqu'un qui va utiliser une ressource d'auto-formation, eh bien de valoriser son apprentissage et de se rassurer sur sa capacité à apprendre. Le troisième outil, donc c'est ce que j'appelais le planning de formation. En fait, l'idée ici, c'est aussi de permettre à l'apprenant et bien tout simplement de pouvoir organiser temporellement son apprentissage. Alors jusqu'ici ça paraît assez simple, en fait l'idée qui est derrière, c'est juste de se dire qu'il faut que la personne, justement pour qu'elle tire le meilleur profit de son apprentissage, qu'elle puisse se former quand elle est disponible. Et quand elle est disponible, c'est pas seulement quand elle a le temps de le faire, c'est également quand elle est disponible intellectuellement pour le faire, c'est-à-dire quand elle aura vraiment un temps, je dirais entre guillemets, de repos sur lequel elle va pouvoir se consacrer à son apprentissage.
Le quatrième outil, donc pour continuer dans la même veine, ça va être tout simplement l'outil l'outil de bloc-notes. Alors qu'on peut appeler bloc-notes, qu'on peut appeler carnet, qu'on peut appeler pense-bête, peu importe le nom. L'idée simplement ici, c'est également voilà de permettre aux personnes qui se forment tout simplement de s'approprier la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles se sont exercées, qu'elles se sont évaluées, qu'elles savent justement quel est leur niveau de compétence sur le sujet sur lequel elles se forment, eh bien elles vont pouvoir également tout simplement s'approprier la connaissance en utilisant ce bloc-notes pour reformuler l'apprentissage avec leurs propres mots et donc s'approprier les concepts pédagogiques. Et là, si je parle un petit peu de technique de pédagogie, ben, on travaille tout simplement sur une notion d'ancrage cognitif. C'est-à-dire qu'on permet à la personne d'une part de s'exercer et d'autre part de reformuler, ce qui lui permet vraiment de s'approprier la connaissance et de faire sien la ressource qu'on lui propose. Et puis le dernier outil ici que je me propose d'aborder, c'est l'outil de glossaire. Eh bien l'idée là aussi est très simple, hein, c'est simplement d'aider au maximum les apprenants dans leur démarche d'apprentissage. Donc ça va être leur proposer tout simplement des définitions pour leur permettre de mieux comprendre et de mieux appréhender les concepts théoriques qu'on va lui présenter. Et ça va lui permettre justement de retenir beaucoup plus facilement ce qu'il va apprendre, dans le sens où une fois qu'il aura eu une définition basique d'un point technique qu'elle est en train d'apprendre, elle va justement pouvoir se l'approprier et se consacrer à la réapplication, et donc eh bien ça s'approprier beaucoup plus rapidement la connaissance, hein. Et d'ailleurs on a un très bon proverbe en français pour illustrer cette idée. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est exactement ça en termes de pédagogie, hein. C'est tout simplement, au plus vous allez répéter une interaction, une manipulation, au mieux vous la retiendrez et vous serez capable de la remettre en application. Donc on voit bien que là, ici, ces outils, couplés à l'idée d'interaction avec le groupe, donc la notion de social learning que j'abordais précédemment, eh bien va permettre justement de créer des synergies au sein d'un groupe d'apprenants, de telle sorte que les gens vont pouvoir s'approprier beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement la connaissance. Donc, donc là, on était vraiment jusqu'à présent sur, je dirais, une partie plutôt théorique, plutôt dédié à l'apprentissage, c'est-à-dire comment rendre l'apprentissage plus efficace. Le dernier point que je voulais aborder avec vous en termes de théorie, pardon, c'est justement cette notion de badge que j'évoquais tout à l'heure avec vous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rendu l'apprentissage plus interactif et plus efficace, ce qui est déjà une première étape pour inciter les gens à venir se former, le deuxième point, la deuxième question importante à se poser, c'est justement comment on les incite à venir se former. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'on met à disposition, qu'on leur met à disposition quelque chose de très efficace, de très fourni en termes d'accompagnement, qui va être très interactif grâce aux échanges que vous allez pouvoir mettre en place au sein du groupe, etc. La question maintenant est de savoir justement comment on rend cet apprentissage attractif. Et donc là, je dirais voilà, et je l'exprime très rapidement ici et très clairement. Voilà, la clé de l'engagement, c'est vraiment l'incitation. Donc le meilleur moyen d'inciter à la formation, c'est justement de valoriser l'apprentissage. Et à ce titre-là, les badges sont un bon moyen justement de venir valoriser cet apprentissage et d'inciter les gens à venir se former. D'ailleurs ici l'intérêt il est double, hein, c'est qu'on va à la fois
inciter la personne à venir se former parce que on va finalement il va y avoir une promesse au bout de l'apprentissage que si elle se forme correctement, à la fin elle obtiendra un badge ou une médaille. Et puis surtout, le deuxième intérêt derrière, qu'on peut mettre derrière et qu'on peut mettre en lien même avec la notion de social learning, encore une fois que j'abordais au début, c'est que ce badge, on peut très bien imaginer une fois que la personne s'est formée et qu'elle a obtenu un badge sur un sujet en particulier, eh bien on peut très bien imaginer que cette personne mette en avant ce badge, par exemple le partage sur sa page Facebook ou sur sa page LinkedIn ou Viadeo, pour mettre en avant son apprentissage et du coup valoriser le fait qu'elle se soit formée et qu'elle ait acquis de nouvelles compétences. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, le social learning plus les outils plus cette notion finalement de récompense et d'engagement avec les badges va faire que additionner les uns aux autres, ces points vont rendre la ressource plus attractive, vont faire en sorte aussi que les apprenants aient envie d'y passer plus de temps parce qu'ils savent d'une part qu'ils vont avoir un outil à leur disposition qui va être efficace et d'autre part qu'en plus s'ils se forment ils seront récompensés de leur effort d'apprentissage puisqu'ils pourront obtenir un badge qui leur permettra de valoriser les compétences acquises et donc ça va de fait inciter les gens aussi à se former peut-être plus longuement et en tout cas plus intensément. Donc voilà ici pour la partie théorique, j'en ai terminé pour la partie théorique. Donc je vais quitter ce diaporama et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais maintenant vous montrer la plateforme. Donc je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce stade. N'hésitez pas, hein, je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions à tout moment. Vous avez une interface de chat pour me les faire parvenir. Donc je vais passer maintenant, voilà, sur la plateforme, sur vos déclics. Pour vous montrer un petit peu justement comment chez vos déclics, ces concepts très théoriques que je vous ai présentés, justement comment on les a matérialisés et comment on met en avant toutes ces démarches. Donc, alors, je vais vous proposer voilà, un parcours de formation, en l'occurrence celui sur Excel. Alors, je vais choisir l'exemple d'Excel 2011 tout simplement parce que je travaille moi-même sur Mac. Donc je vais me baser tout simplement ici et vous voyez que c'est mon compte nominatif ici sur mon propre exemple de formation. Donc vous voyez ici comment se matérialisent un petit peu les modules de formation de vos déclics. Vous avez sur le côté ici la liste des compétences et dans chaque compétence vous avez un certain nombre de modules qui vont répondre à chaque fois à une question précise sur l'usage d'un logiciel. Alors je vais choisir, tiens, utiliser le correcteur d'orthographe par exemple. Donc un module de formation vos déclics se présente sous cette forme. Vous avez une capture d'écran du logiciel et avec derrière la voix du formateur qui vous explique les manipulations à réaliser. Alors. Et les outils pédagogiques sont symbolisés justement ici par ces différentes icônes que vous avez là. Donc vous retrouvez bien ici une notion d'exercice, donc avec un énoncé, et on vous propose par la suite ici de venir télécharger un fichier d'exercice et une solution. L'idée étant dans ce fonctionnement de fonctionner par téléchargement de fichiers, de permettre tout simplement aux personnes de prendre en main leur propre matériel, c'est-à-dire que moi j'utilise Excel 2011 en l'occurrence, et bien je vais télécharger ce fichier, je vais l'ouvrir dans mon Excel et je vais manipuler directement sur mon Excel. Vous retrouvez ici un bloc-notes donc dans lequel vous allez pouvoir prendre des notes
comme vous le souhaitez, sachant que ces notes se sauvegardent automatiquement et que vous avez la possibilité par la suite, si vous le souhaitez, de pouvoir par exemple les exporter sous format PDF pour pouvoir les imprimer, par exemple. Donc ce qui vous permet, voilà, pour les personnes qui ont une envie ou un besoin de repasser par le format papier, bien de pouvoir le faire. On retrouve ici également un glossaire, donc avec par défaut toutes les définitions qui vont être en lien avec la formation que vous êtes en train de regarder. Donc ici tout simplement toutes les définitions qui sont en lien avec les formations, avec les logiciels de tableur, puisqu'on est sur Excel. Une fonctionnalité qui va ici s'appeler le mode pratique, qui va vous permettre, vous voyez, quand je clique, de réouvrir ma formation dans une fenêtre séparée, et donc qui va me permettre aussi de mettre un petit peu d'interactivité dans mon apprentissage, puisque je vais pouvoir mettre cette vidéo dans un coin de mon écran, et à côté, venir ouvrir mon logiciel pour pouvoir travailler en temps réel. Et du coup, pouvoir mettre en pause la formation si j'ai besoin, pour remettre en application, voire même s'il y a un point qui a été abordé trop rapidement, pourquoi pas retourner en arrière, réécouter et mettre en application tranquillement à mon rythme. Et puis le dernier outil, alors qui là du coup va se rapprocher de ce dont on parlait en termes de social learning et en termes d'échange entre apprenants, qui va être ici la fonctionnalité de partage. Et donc si je clique ici sur l'icône partager, donc vous voyez automatiquement on me propose un petit message pré-rempli. Voilà, j'aimerais partager avec vous le module insérer des caractères spéciaux sur Excel. J'ai la possibilité bien entendu de personnaliser le texte. Hein. Voilà, bonjour, voici le module, voilà. Et j'ai avoir la possibilité, excusez-moi, de tout simplement pouvoir envoyer le lien vers ce module de formation à une personne qui est également inscrite chez Vodéclic. Ici, l'intérêt, c'est tout simplement de favoriser l'échange. Je prenais l'exemple tout à l'heure pendant ma présentation théorique d'un groupe d'apprenants, par exemple, qui viendrait assister à des ateliers informatiques à la bibliothèque. Et ben on peut très bien imaginer que voilà deux personnes qui ont assisté au même atelier discutent entre elles. Oh là là, oui, c'était intéressant, mais voilà, moi, je sais pas comment utiliser les caractères, j'arrive pas, j'aimerais bien faire un tableau financier, mais je sais pas comment on insère par exemple, les symboles dollars ou euros dans le tableau Excel et ça m'embête. Et vous tombez sur ce module-là, vous avez la possibilité, voilà, de chercher le nom de la personne à qui vous voulez envoyer ce message, vous saisissez son nom et vous pouvez lui envoyer un message. On peut très bien également imaginer une autre façon d'utiliser cette fonctionnalité, qui va être tout simplement par exemple pour un animateur multimédia, et bien à l'issue d'une séance d'un atelier multimédia, de pouvoir envoyer des messages personnalisés aux personnes qui ont participé, parce qu'elles ont des demandes spécifiques. Par exemple, imaginons un atelier qui se fait sur le thème, je ne sais pas moi, de la retouche photo, à l'issue duquel vous avez des gens qui viennent par exemple vous voir en vous disant merci beaucoup, c'était intéressant. Simplement moi le point que vous avez abordé sur les yeux rouges, je suis pas sûr de l'avoir bien compris. J'aimerais bien creuser un peu plus la question. Et ben on peut très bien imaginer que vous envoyez à cette personne le lien vers le module de formation qui va spécifiquement parler des yeux rouges en lui disant voilà je vous envoie le module de formation qui va répondre à votre question et vous pourrez approfondir la question tranquillement de votre côté. Et donc voilà, je peux, pour vous montrer l'exemple, voilà, je clique sur envoyer, on me dit voilà j'ai bien de confirmation, votre message a bien été envoyé. Donc ça ce sont pour les fonctionnalités qui vont être en lien direct avec le module de formation que je suis en train de regarder. Il va y avoir deux autres fonctionnalités que je vais pas aborder et qui vont être elles plus générales, qui vont être liées au parcours de formation dans son ensemble. Le premier, tout simplement, l'évaluation. Donc là, si je viens cliquer, je peux on va me proposer une évaluation. Voilà, ici faite sous forme de QCM, vous voyez. Et donc,
avec chaque question du QCM qui va bien sûr être en lien avec une compétence abordée dans le parcours de formation. L'idée étant bien sûr à l'issue de cette évaluation, hein, de vous permettre d'avoir une idée de votre niveau et surtout de vous permettre également par la suite de vous orienter dans votre démarche de formation. C'est-à-dire que à la fin de cette évaluation, on va vous donner les résultats, on va vous dire sur quel sujet vous vous êtes trompé et sur lesquels vous avez eu des bonnes réponses. L'idée étant tout simplement après de pouvoir vous orienter dans votre démarche de formation en vous disant par exemple, vous venez de vous évaluer sur Excel, mais vous vous êtes trompé par exemple sur tout ce qui avait rapport au graphique, eh bien allez regarder tel et tel et tel module de formation qui parle justement de la création et de la mise en forme des graphiques et qui vont tout simplement vous aider à progresser dans votre démarche d'apprentissage. Alors, je vais retourner en arrière sur le parcours de formation pour terminer sur la dernière fonctionnalité qui est justement la fonctionnalité de badge pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez ici j'ai un bouton je consulte mon badge et si je clique ici, voilà, on me donne un badge. Alors un badge qui va être fait tout simplement en fonction du visionnage des formations, c'est-à-dire que on va vous donner pour chaque compétence un badge qui va attester que vous avez regardé l'intégralité des modules de formation qui ont attrait à cette compétence. Vous voyez qu'ici on me dit par exemple que sur Excel 2011, j'ai validé une seule compétence, en l'occurrence saisir et modifier des données, puisque c'est la seule sur laquelle j'ai regardé des modules de formation. L'idée ici de ce badge, pourquoi on fonctionne là-dessus, c'est que ça va vous permettre aussi par la suite, donc vous avez ce badge, vous allez avoir la possibilité de pouvoir le partager, soit via la messagerie vos déclics, ou plus classiquement via des réseaux sociaux, vous voyez, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la valorisation de l'apprentissage, c'est que une fois que vous aurez regardé l'intégralité des modules de formation, que vous aurez obtenu un badge sur chacune des compétences, eh bien vous pourrez mettre ça en avant pour faire valoir le fait que vous vous êtes formé de façon assidue sur Excel et que du coup, eh bien, vous avez tout simplement un niveau de compétence relativement poussé sur le logiciel. Voilà. Donc je vais retourner simplement sur le tableau de bord et je vais terminer par vous montrer la messagerie dans son ensemble. Vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai envoyé un message, eh bien tout simplement ici via l'outil de messagerie, via l'icône messagerie, je vais pouvoir retrouver tout simplement l'intégralité des messages que j'ai reçus et envoyés. Donc vous voyez, je retrouve bien ici la formation que j'ai envoyée tout à l'heure sur insérer des caractères sur Excel 2011. Et donc vous avez ici la possibilité d'avoir toutes les informations liées à votre messagerie qui vont être centralisées à cet endroit-là. Donc j'en ai terminé pour du coup la présentation de vos déclics. Voilà, donc j'ai un petit peu fait le tour des points que je souhaitais aborder. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, je vais vous afficher en attendant mes coordonnées pour ceux qui souhaiteraient recevoir plus d'informations ou éventuellement pouvoir tester la plateforme, tout simplement de pouvoir me connecter. Et je vais répondre également aux questions donc, que vous pouvez me poser, je vous rappelle, par le module de chat. Alors, j'ai une première question qui m'est posée. On me demande pourquoi le certificat de compétence est basé sur la visualisation des vidéos et pas sur les évaluations. Alors ça, c'est un choix qu'on a fait pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que Vodéclic est une plateforme de formation et que pour nous, on
on ne voulait pas être, je dirais, juge et partie en termes de formation, c'est-à-dire à la fois vous former et certifier une compétence. C'est pour ça qu'on n'a pas basé les résultats, ces badges sur le résultat des évaluations, mais plutôt sur la visualisation de la formation. Euh, il n'en reste pas moins que derrière, ce badge garde une valeur pour un apprenant, dans le sens où il va vous permettre quand même de faire valoir votre démarche de formation, dans le sens où si vous vous êtes formé intégralement sur Excel, pour regarder l'exemple d'Excel, le parcours de formation sur Excel chez vos déclics, il dure plus de 10 heures. Je crois de mémoire qu'il dure 13 ou 14 heures. Donc vous imaginez bien que si vous avez un certificat qui fait valoir le fait que vous vous êtes formé pendant plus de 14 heures sur un logiciel, ça atteste d'une réelle volonté de formation et d'une réelle volonté de monter en compétences. Euh, donc l'idée était là pour nous et puis était surtout, voilà, comme je le disais, de ne pas être jugé parti et de ne pas à la fois délivrer la formation et délivrer la certification. Alors j'ai une autre question. On me demande si le module de messagerie chez vos déclics est indépendant de votre propre messagerie web. Alors oui, c'est-à-dire que la messagerie vos déclics est autonome. Elle fonctionne directement au sein de la plateforme. L'idée ici, c'est de permettre à une communauté d'apprenants inscrite sur vos déclics d'échanger entre elles. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple très clairement en bibliothèque, l'idée c'est que toutes les personnes inscrites dans une même bibliothèque peuvent communiquer entre elles, et uniquement entre elles. Voilà, c'est une messagerie qui est interne à la plateforme. Alors, j'ai une dernière question qui m'est posée. Est-il possible de se former sur Excel 2011, qui est un logiciel Mac, sur son PC sans avoir du coup le logiciel sur son ordinateur? La réponse est oui, puisque en fait le principe de VoDéclic c'est que ça fonctionne sous forme de vidéo formation. Donc à chaque fois, comme vous l'avez vu, c'est des captures d'écran du logiciel que vous voyez et qui vous permettent voilà de visualiser ce qui se passe à l'écran sur le logiciel. À ceci, moi, je ferai deux remarques. Alors une première remarque qui est de dire tout simplement que de façon générale, les personnes qui n'ont pas un logiciel sur leur ordinateur, sauf à effectivement être dans une démarche de curiosité, ne vont pas vouloir se former sur un logiciel qu'elles ne possèdent pas. Et la deuxième remarque, c'est que par exemple, on pose souvent la question, par exemple, sur des choses comme Photoshop ou InDesign, qui sont des logiciels payants et dont les licences sont relativement coûteuses, où on me demande souvent, oui, mais comment font les gens s'ils veulent avoir des notions sur ces logiciels-là, si elles n'ont pas les licences, par exemple, sur leur ordinateur? La réponse à ça, c'est que VoDéclic, en fait, on produit du contenu aussi bien sur les logiciels libres que sur les logiciels propriétaires. Et que donc par exemple pour une personne qui aurait envie de se former sur Photoshop par exemple, sur la retouche photo, peut très bien se former aux usages de la retouche photo en se formant sur le logiciel GIMP, qui est la version, le pendant libre de Photoshop. Ce qui va lui permettre d'acquérir les bases de la retouche photo, puisque les manipulations dans leur ensemble et les fonctionnalités vont être les mêmes. Donc ça va permettre à une personne de pouvoir s'initier grâce au logiciel libre qu'elle va pouvoir télécharger justement librement et gratuitement. Et puis si effectivement elle a envie d'aller plus loin, à ce moment-là, de pouvoir aller plus loin en achetant le logiciel qui va l'intéresser.
Alors, j'ai une nouvelle question du coup par rapport à la messagerie. Euh, donc, en me disant si la messagerie est indépendante, comment connaître les adresses mail des autres participants? En fait, ce qui va se passer ici, c'est que en fait le fonctionnement de vos déclics, c'est qu'un compte vos déclics en bibliothèque est relié à deux choses, une adresse mail et un numéro de lecteur. Donc tout simplement le numéro de carte du lecteur. Euh, alors, ce qui va permettre tout simplement pourquoi on choisit ces deux informations pardon, pour identifier les lecteurs. Bah, le code lecteur, tout simplement parce que c'est celui qui vous permet, vous, dans votre bibliothèque, de l'identifier. Et pourquoi derrière nous, on rajoute l'adresse mail tout simplement parce que les numérotations, même si c'est un cas qui est peu fréquent, la numérotation, il y a toujours un risque que vous ayez le même système de numérotation dans deux établissements différents et que du coup, ça puisse créer un conflit en termes d'identification. Là où une adresse mail est vraiment unique et nominative, puisque quand vous créez une adresse mail nom.prénom@gmail.com par exemple, et que quelqu'un d'autre essaye de créer la même, on lui dira qu'elle ne peut pas car l'adresse est déjà disponible. Donc ça nous assure d'identifier personnellement les personnes. Du coup, en termes de messagerie, je vais retourner sur la plateforme pour vous répondre. Hop. L'idée, c'est qu'en fait, vous n'envoyez pas un mail sur la messagerie directement sur la messagerie de votre correspondant. Ces mails transitent à l'intérieur de la plateforme. C'est-à-dire que si j'envoie un message, voilà, nouveau message, en fait, je vais avoir la possibilité donc de saisir le nom de la personne. Je reprends, voilà. Vous voyez que automatiquement, j'ai un moteur de recherche qui, quand je tape un nom, va me le faire apparaître. Je peux taper, par exemple, voilà. Voilà. Par exemple, je veux envoyer un message à Marie Benoît. Eh bien, vous voyez, j'ai fait la recherche du nom, automatiquement, on me retrouve son nom et je vais pouvoir lui envoyer un message. Mais ce message ne va pas être envoyé sur une adresse mail, mais bien sur le compte vos déclics de la personne en question. Alors du coup, je vois une autre question qui rebondit aussi sur ce que j'ai dit sur les exercices. On me demande, peut-on faire les exercices si nous ne possédons pas le logiciel sur lequel nous nous formons? Alors ça rejoint effectivement ce que... Alors je vais répondre un petit peu de la même façon que ce que je disais en prenant l'exemple du logiciel libre et du logiciel propriétaire. Effectivement, faire un exercice sur un logiciel que vous ne possédez pas, puisque le principe de vos déclics est de télécharger le fichier et de l'ouvrir dans votre logiciel, ce ne sera pas possible. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple notamment de Photoshop, mais on peut parler d'Excel aussi. C'est que l'idée, si vous possédez pas le logiciel, par exemple, alors l'exemple de Photoshop est vraiment flagrant, mais vous possédez pas Photoshop, vous voulez vous entraîner euh, au basique de la retouche photo. L'idée est de se dire, les usages sont les mêmes sur les deux logiciels, donc vous pouvez vous apprendre les usages et vous entraîner sur les usages avec le logiciel libre. Et effectivement, si vous ne possédez pas le logiciel mais que vous voulez aller plus loin, dans un second temps, soit acheter le logiciel ou mettre en pratique sur le logiciel parce que vous aurez pu en avoir une version à un moment. L'idée de vos déclics, au-delà d'apprendre à se servir d'un logiciel, c'est aussi vraiment d'apprendre des usages. Typiquement, que vous soyez sur LibreOffice, OpenOffice ou Excel, l'usage du logiciel sera le même, c'est se servir d'un logiciel de tableur, c'est faire des graphiques, faire des tableaux croisés dynamiques et autres. L'usage restera le même. La seule chose qui changera effectivement entre les différents logiciels, ce sera l'interface et éventuellement la façon d'arriver, la façon d'obtenir le même résultat selon les logiciels puisque l'interface est un peu différente. Alors, je vois une dernière question qui m'arrive. Est-il possible de recevoir une copie des messages de la messagerie Vodéclic sur sa boîte mail? La réponse pour l'instant est non.
C'est-à-dire que pour l'instant, le système n'a pas été conçu comme ça. Après, ce n'est pas exclu que ça puisse évoluer, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, hein, juste, j'en profite pour rebondir là-dessus, c'est que Vodéclic, c'est une plateforme qui est en constante évolution, hein, puisque ce que je vous ai montré en termes de messagerie et en termes de badge, par exemple, n'existait pas il y a tout juste 2 mois de ça. C'est des choses qu'on a mis en ligne en tout début d'année, voilà, justement dans une logique d'évolution de la plateforme. Donc Vodéclic n'est absolument pas un produit figé, et ce que je vous ai montré aujourd'hui est bien sûr sujet à évolution et évoluera au fil du temps. Bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Bien. A priori, je n'ai pas d'autres questions, donc je vais arrêter la session pour aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre attention, votre présence et puis pour vos questions qui montrent votre intérêt sur le sujet. Et je vous invite tout simplement à surveiller vos boîtes mail puisque, comme vous le savez, régulièrement Vodéclic organise des webinars. Donc très prochainement, dans le courant du mois d'avril, nous aurons une nouvelle session. Merci à tous, bonne fin de journée.